sommes vendredi 24 octobre 2014. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition sur Évasion au Palais du Peuple, une formation qui devrait leur permettre de mieux jouer le respect des mesures d'hygiène demeure contre Ebola. À Dalaba, un atelier de formation s'est tenu à cet effet pour mieux édifier les populations sur cette épidémie. Les États doivent œuvrer pour le bien-être de leur population, un souhait exprimé ce vendredi par Ban Ki-moon à l'occasion de la Journée des Nations Unies célébrée ce 24 octobre. Encore une fois, bienvenue à tous. Tout d'abord, la dernière session de formation des groupes parlementaires de l'Assemblée nationale qui s'est ouverte ce vendredi au Palais du Peuple. C'était le tour du groupe parlementaire du dans l'exercice de leur mission. Ibrahim Sori Yari Yansani nous fait le point. Le Parlement représente le deuxième pouvoir dans un pays démocratique et les députés qui le constituent jouent un rôle très important dans la vie de la nation. Ils votent notamment les projets et propositions de loi. Pour faire correctement ce travail, les députés guinéens ont besoin de connaissances, d'où l'organisation d'une série de renforcements des capacités des groupes parlementaires. Et les députés du RPG Arc-en-Ciel. Il est important parce qu'il souligne le rôle du député, à savoir légiférer, consentir l'impôt, puisque nous sommes en session budgétaire, mais également contrôler l'action du gouvernement par le vote du budget à l'Assemblée nationale. Donc nous sommes en train d'insister sur les différents aspects et le rôle du parlementaire. Ce matin d'ailleurs nous venons de voir le rôle du groupe parlementaire. L'initiative du Parlement guinéen est appuyée par le NDI. Plusieurs thématiques seront débattues au cours de ces journées d'échange animées par Charles Yaovi Girekubo, ancien député béninois. L'objectif est de permettre aux députés de mériter la confiance des citoyens dans l'accomplissement de leur mission. C'est que les députés exercent la plénitude de leurs compétences et leur rôle, les trois rôles du député, c'est de légiférer, c'est-à-dire faire les lois, voter le gouvernement à faire des dépenses, et cela c'est la loi de faire les lois. Deuxièmement, critiquer l'action gouvernementale en contrôlant l'action gouvernementale, et cela dans de représentation du peuple guinéen. Comme le RPG Arc-en-Ciel, les autres groupes parlementaires ont bénéficié de la même formation. L'information, c'est aussi le comité de pilotage de l'ITIE qui a repris ses activités après la conformité de la Guinée à l'ITIE internationale. Tenu le 26 septembre dernier, il s'agissait aussi de faire l'examen et l'approbation des termes de référence instaurés au plan de travail annuel de 2014. La rencontre a connu la présence du ministre des Mines et de la Géologie. Compte rendu Abdouhamanba. Il s'agit des toutes premières réunions du comité de pilotage de l'ITIE depuis la validation formelle de la Guinée à l'ITIE international. Pour cette rencontre, 8 points étaient à l'ordre du jour, notamment l'approbation des initiatives inscrites dans le cadre de la mise en œuvre du plan de travail annuel de 2014. Il s'agirait donc de 8 activités dont les thèmes de référence ont été rédigés depuis déjà un certain temps et sur lesquels des comités étaient en train de travailler en vue de trouver une mouture finale qui emporte l'adhésion de tout le monde. Je dois insister sur certaines d'entre elles. Je parlais dans tout premier lieu l'activité de plaidoyer auprès des institutions républicaines et auprès des autorités, n'est-ce pas, de la Guinée, parce que c'est un processus dans lequel et on doit donner des signaux très clairs et très forts sur la volonté politique de maintenir les efforts déjà déployés par la Guinée pour être conforme et pour demeurer conforme dans le futur.
Pourtant, dans ce plan de travail, un vide de 200 000 $ américains reste à combler. Et vu les contraintes budgétaires du gouvernement liées à la fièvre Ebola, le comité entend formuler un plaidoyer auprès de ses partenaires pour recouvrir ce fonds. Il y a un gap budgétaire qui a empêché l'avancement de certaines activités. Et puisque l'État guinéen aujourd'hui a des contraintes budgétaires relativement importantes, il est question donc de et de la géologie. Les membres du comité à mieux s'investir dans leur mission. Dans la gouvernance minière. L'ITIE aujourd'hui ne s'occupe que des relations, ce qui sort des compagnies et ce qui entre au trésor. Et moi je pense qu'il faut qu'on aille au-delà, en amont, et voir comment les contrats sont négociés, et comment malheureusement nos pays sont faibles par rapport aux grandes compagnies, et comment nos pays peuvent être assistés pour réduire cette asymétrie. Qui arrive au niveau de l'État, ces ressources sont dépensées. Le comité compte accélérer ses réunions au cours des 2 derniers mois pour pouvoir exécuter son plan de travail de 2014. Et en attendant que les 200 000 $ ne soient trouvés, il devrait envisager une alternative pour continuer ses activités. Le ministre des Mines et de la Géologie a rappelé au cours de la réunion la nécessité de renforcer les compétences des cadres du comité de pilotage de l'ITIE-Guinée et de tous les secteurs des mines. Il estime que c'est le seul moyen pour eux de préparer une bonne relève pour le pays. Suivez. On a un problème général de qualité des hommes. Il faut que par la formation, nous puissions arriver à faire en sorte qu'on soit capable de discuter d'égal à égal avec les compagnies, ce qui malheureusement n'est pas encore le cas aujourd'hui. Lorsque je regarde notre personnel, je me rends compte qu'il y a un petit nombre de personnes qui ont pu bénéficier de formations il y a longtemps. Donc même ces personnes ont besoin d'actualiser leur formation. Et derrière eux, il y a une jeunesse de bonne volonté, mais qui n'a pas la formation qu'il faut. Donc il y a une sorte de vide, et dans 5-10 ans, ceux qui étaient bien formés risquent d'aller à la retraite et nous risquons d'avoir un vide. D'où actuellement tous les efforts pour mettre en place un système de formation global dans l'ensemble des métiers des mines pour que nous puissions arriver à relever les défis. Élu lors du Congrès national des organisations de la société civile pour la démocratie et le développement de la Guinée, la CNOX-DDG a procédé ce vendredi à la présentation de sa plateforme nationale. C'était au cours d'une conférence de presse qu'elle a animée ce matin à Conakry. Cette structure apolitique vise à défendre l'intérêt des Guinéens et des Africains conformément à la loi guinéenne. Andrea Colombo. Le Conseil national des organisations de la société civile pour la démocratie et le développement de la Guinée, tel est le nom du nouveau bureau de la société civile qui a été élu jeudi 23 octobre par l'Assemblée générale. Ce vendredi, il a exposé son plan de travail à la tribune publique à Koléa. Après de longues analyses, cette nouvelle structure s'est fixée pour objectif de défendre les intérêts de la population et l'unité nationale. Veiller au respect des lois guinéennes et conventions ou traités internationaux. Œuvrer pour le développement de la Guinée et de l'Afrique. Contribuer au développement local et l'amélioration des conditions de vie de la population. Participer au renforcement de la démocratie, la bonne gouvernance et à la citoyenneté, également aussi à l'unité nationale. Favoriser la promotion des organisations de la société civile guinéenne et africaine. Défendeur des droits civils, le Conseil national des organisations de la société civile pour la démocratie et le développement de la Guinée s'engage notamment à accomplir les missions ci-dessous. De défendre l'intérêt de la population guinéenne et africaine. Favoriser le renforcement des capacités et appui institutionnel des organisations de la société civile. Assurer l'éducation civique et la médiation citoyenne. Faciliter le dialogue social et politique en faveur de la paix et l'unité nationale. Œuvrer pour le progrès
et la promotion des coopératives et associations de jeunes et de femmes. Et les victimes de violations des droits de l'homme. Composé de 28 membres, le Conseil national des organisations de développement de la Guinée vient s'ajouter aux autres bureaux de défense des droits civils. Il reste à savoir s'il arrivera à se faire démarquer des autres structures. Sur un tout autre plan, vu le danger qui menace l'écosystème des marais en Guinée, des mesures palliatives sont à prendre pour empêcher la dégradation de la mangrove, un espace qui favorise la reproduction de plusieurs espèces halieutiques. Le rôle, les avantages et la menace qui guette la mangrove guinéenne, c'est dans ce reportage de Abakar Sidikimane, Lansana Traoré. La mangrove est un groupement de végétaux principalement ligneux qui ne se développe que dans les zones de balancement des marais des côtes basses des régions tropicales. L'on la retrouve aussi à l'embouchure de certains fleuves. Les mangroves sont des zones de frayère, de reproduction des espèces marines, en particulier des poissons. Et si ces lieux sont bien sûr dégradés, la conséquence, c'est que la reproduction des poissons prendra nécessairement un coup. Ce qui aura sur la chaîne des conséquences, bien sûr, beaucoup d'effets sur notre économie, sur notre système alimentaire et autres aspects relatifs, bien sûr, à ce que nous tirons de nos ressources naturelles renouvelables. Considéré comme stabilisateur de poissons ou de production pour les côtes et les populations riveraines. Des études ont déjà été faites pour montrer que les superficies qui étaient couvertes il y a une cinquantaine d'années se sont réduites de manière considérable. Cependant, on n'est pas encore arrivé, bien sûr, au point de non. Pour la reproduction de plusieurs espèces halieutiques représente un atout majeur dans le développement des communautés riveraines. Si vous prenez les communautés qui habitent et qui vivent des ressources de la mangrove et avoir réellement la possibilité d'atteindre les objectifs du millénaire, vous prenez le premier, sécurité alimentaire. La mangrove peut procurer à ces communautés franchement tout ce dont elles ont besoin pour arriver à la sécurité alimentaire. Mais encore faut-il aménager la mangrove de manière durable pour pouvoir atteindre cet objectif pour les communautés qui vivent à l'intérieur ou à proximité de la mangrove. Véritable source de production de biomasse, les populations riveraines de la mangrove doivent contribuer à la protection et à la réhabilitation de ce milieu pour éviter d'énormes conséquences environnementales. À Conakry, les citoyens œuvrent de plus en plus dans la lutte contre le virus Ebola. À la gare routière de Madina, l'observation des mesures préventives telles que le lavage des mains semble être respectée par bon nombre de... Les moyens de déplacement, tels que les taxis et les bus, sont ceux qui regroupent généralement beaucoup de personnes. Et avec le virus Ebola qui sévit actuellement, seul le respect des mesures d'hygiène peut indiquer la chaîne de contamination. À la gare routière de Madina, des dispositions semblent être prises. Chaque passager doit se laver les mains, à en croire ce syndicat. Là, on a des eaux d'Isabelle. Quand les passagers viennent, ils lavent les mains. Après, nous-mêmes, quand on vient le matin, on lave les mains. Après, les passagers, quand on vient, ils lavent les mains. Ils montent dans le véhicule. Mais depuis que l'Ebola a commencé de menacer dans ces pays, on n'a pas signalé d'abord chez nous ici. Madina, jusqu'à Matam, toutes les communes, on n'a pas signalé d'abord. Si
certains doutent toujours de l'existence de l'épidémie à virus Ebola, ce passager par contre dit être conscient de l'existence de cette maladie. C'est vrai, le virus Ebola existe bien en Guinée. Pour cette maladie, nous avons l'eau de Javel pour se laver les mains. Depuis le début de l'épidémie, 1540 cas ont été enregistrés, dont 904 décès. Les ressortissants de Dalaba s'impliquent activement dans la lutte contre la fièvre hémorragique à virus Ebola. Le 21 octobre dernier, plus d'une vingtaine de personnes ont suivi une formation sur le virus Ebola à la direction préfectorale de la santé de Dalaba. Cette initiative permettra aux populations de cette localité de prendre certaines mesures pour stopper la propagation du virus. Idiatou Diallo, de retour de Dalaba, nous fait le point. Les ressortissants de Ebola qui sévit dans la préfecture depuis le 12 septembre dernier. Cette riposte à Ebola vise à éduquer et sensibiliser les populations sur le mode de prévention de cette maladie. Le 21 octobre, des jeunes natifs de cette préfecture ont suivi un atelier de formation sur la sensibilisation pour... C'est de former les agents communautaires, les agents de santé, et ce sont les agents communautaires qui iront maintenant vers la population pour communiquer avec eux, parler avec eux. Donc c'est comme ça que nous évoluons. C'est une fierté pour moi de voir tout ce monde autour de moi pour bouter Ebola hors de notre préfecture et hors du pays. Et comme l'a dit tout de suite mes prédécesseurs, depuis qu'on a eu le premier cas d'Ebola au niveau de la préfecture de Dalaba, monsieur le préfet et moi-même, on est autour de l'autorité préfectorale de la santé depuis les premières heures pour bouter Ebola hors de la préfecture. Organisée par l'ONG ACOPED en collaboration avec le Grand Bureau des ressortissants de Dalaba et la JDED, cette formation des formateurs permettra ainsi aux agents communautaires de s'impliquer activement dans le combat contre ce mal. Dans son allocution, le préfet de Dalaba s'est réjoui de l'implication des fils et filles de cette localité dans la lutte contre Ebola. À vous impliquer avec responsabilité pour que toutes les informations utiles pour une meilleure riposte dans nos collectivités décentralisées puissent être efficaces. Et c'est en cela, tout en remerciant les initiateurs de cette rencontre, que je voudrais demander à tout le monde d'avoir la conscience que Ebola existe. Selon le directeur préfectoral de la santé, Dalaba a enregistré dont 3 guéris. Plus de 6600 km séparent le Mali de la côte est États-Unis, mais d'un côté comme de l'autre de l'océan Atlantique, ce vendredi, c'est Ebola qui inquiète de nouveau la population, mais également les autorités locales. Au Mali, c'est à Caille, dans l'ouest, qu'une fillette de 2 ans venue de la Guinée a été déclarée atteinte d'Ebola, mais également à New York. Un homme est désormais touché par le virus, 2 endroits jusque-là épargnés par la maladie. C'est un reportage de nos confrères de France 2. L'hôpital de Bellevue est le centre de toutes les attentions depuis jeudi, car c'est là qu'est hospitalisé un médecin atteint du virus Ebola. C'est le tout premier cas avéré dans la ville de New York. L'homme âgé de 33 ans avait soigné des malades atteints du virus en Guinée. C'est là-bas qu'il aurait contracté la maladie.
Le patient est maintenant à l'isolement. Le ministère de la Santé dispose d'une équipe de spécialistes de la maladie qui a retrouvé les personnes ayant été en contact avec ce médecin malade. Si nécessaire, ils seront mis en quarantaine. Le Mali est lui aussi touché par l'épidémie Ebola avec un premier cas déclaré jeudi. Cette fois, la victime est une fillette de 2 ans. Elle revenait d'un voyage en Guinée lorsque les premiers symptômes sont apparus. Un nouveau cas qui repose la question de la propagation du virus. La France va prendre de nouvelles dispositions de sécurité. La France doit avoir des systèmes de contrôle qui ne doivent pas être simplement des contrôles aériens. Sport et même maritime. L'épidémie Ebola a déjà tué près de 4900 personnes selon l'Organisation mondiale de la santé. On reste à New York où des policiers ont été attaqués à la hache hier jeudi par un homme qui a été abattu. Les autorités évoquent la piste islamiste. Suivez. Sur ces images de vidéosurveillance, l'homme se précipite vers les policiers. Des deux mains, il tient une hache et s'apprête à riposte et abattre l'assaillant de plusieurs coups de feu. L'homme laisse tomber son arme, tachée de sang. Dans la fusillade, une jeune femme est blessée par une balle perdue. Quelques minutes plus tard, des passants filment la scène. À gauche, l'agresseur abattu. À droite, les agents évacuent l'un de leurs collègues blessés. La patrouille visée était composée de débutants, tout juste sortis de l'école de police. Ils ont été pris par surprise. Ils ont répondu d'une façon qui montre la qualité de leur entraînement. Ils ont agi exactement comme il le fallait. Et voici ce qui serait la page Facebook de l'agresseur. Selon la presse américaine, l'homme s'appellerait Zale Thompson. Il se serait radicalisé jusqu'à prôner la guerre sainte. Le policier touché à la nuque et la femme blessée sont aujourd'hui encore dans un état critique. Autre titre de cette édition, les Nations Unies ont commémoré ce vendredi 24 octobre leur journée. À cette occasion, le secrétaire des Nations Unies, c'est-à-dire tout mettre en œuvre pour donner un meilleur avenir aux populations en luttant contre les inégalités sociales. Un commentaire signé Akira Touba. Engageons-nous à nouveau en ce moment décisif à rendre les marginalisés et les vulnérables maîtres de leur avenir. À l'occasion de la journée des Nations Unies, j'invite les gouvernements et les particuliers à faire cause commune pour le bien-être de tous. Des propos du secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies à l'occasion de la célébration de la Journée des Nations Unies ce 24 octobre, une journée qui commémore l'entrée en vigueur de la Charte des Nations Unies en 1945 et qui a commencé à être fêtée en 1948. Cette charte vise à mettre fin aux atteintes à la dignité humaine et offrir au peuple un avenir meilleur. En effet, en ce 21e siècle, la discrimination, le terrorisme, le changement climatique et les maladies se sont considérablement accrues. Des situations qui laissent libre cours à l'exploitation sous toutes ses formes de millions de personnes. Il s'agit par exemple de l'esclavage sexuel ou encore du travail forcé. Dans cette lutte contre les crises à travers le monde, l'Organisation des Nations Unies passe par ses médiateurs pour régler les différends, envoie des casques bleus pour séparer les forces en guerre ou encore fournit de l'aide humanitaire. Page noire dans cette édition, le monde des artistes est en deuil avec la mort du chanteur guinéen Ibn Kenyatta, décès survenu le dimanche dernier à Toulouse, des suites d'accidents selon ses proches. Le défunt a rejoint sa dernière demeure ce vendredi à Toulouse. À Conakry, une cérémonie de prière. Né en 1982, Ibn Kenyatta, de son vrai nom Mohamed Yassine Silla, est un artiste guinéen qui fit ses premiers pas dans la musique à Conakry avant de poursuivre ses études en France. Là, il multiplie les concerts et présente son premier maxi intitulé Zion Woman, dans lequel il relate l'amour, la liberté et la tolérance entre les humains. Il est aussi l'auteur de l'album Fabara, sorti en 2013 à Toulouse. Un album dont il s'apprêtait à partager ses
cette année avec le public mélomane guinéen. Mais malheureusement, Ibn a été retrouvé mort dimanche dernier à Toulouse. Son enterrement a eu lieu ce vendredi et parallèlement, ses parents ont organisé ici même à Conakry une cérémonie de prière pour le repos de son âme. Certains de ses collaborateurs se souviennent encore de lui. Parce que la vie, Mohamed Yassine Kamara, c'est un intime ami. Il a fait l'enfance, la musique, jusqu'à ce qu'il a eu la chance, il est parti à l'Occident. Donc je le connais en profondeur. Nous sommes en deuil, parce que franchement, c'est très difficile. Je cherche mes mots. Quelque chose dans la culture guinéenne. Que son âme repose en paix. Il est parti dans la jeunesse. Qui part dans la jeunesse, il est parti dans l'ignorance. Alors je prie pour lui que Dieu pardonne ses péchés. C'est un talent sûr que la Guinée perd. Donc cela nous attriste à plus d'un titre. Sur les circonstances de la mort du jeune artiste guinéen, ses proches parlent pour l'heure d'accident en attendant de connaître les résultats de l'autopsie. D'abord, on attend les résultats de l'autopsie. C'est après les résultats de l'autopsie, ce que l'autopsie donne, on peut voir déjà ce qu'il y a derrière, quoi. Si c'est les enquêtes ou si c'est un assassinat ou quoi. Mais pour le moment, c'est qu'on doit retenir que c'est un accident. L'homme était plein d'ambition pour l'épanouissement de la culture guinéenne. Mais après 10 ans de carrière, Ibn Kenyatta s'en va. Il laisse derrière lui une veuve et 3 enfants. Ainsi prend fin cette édition d'information. À tous, merci de l'avoir suivi. Nous revoir sur le www.groupeevasionguinée.info. Bonsoir à tous.